Bonsoir à tous. Elle figure parmi les femmes africaines les plus influentes en 2019, engagée dans la défense des droits humains. Elle a dénoncé au péril de sa vie des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des arrestations abusives et détentions arbitraires. Et en clair, ce sont des exactions commises au plus fort des conflits en Afrique centrale. Ces multiples rapports accablants des gouvernements ont suscité une levée de boucliers au sein des différents sérails, accusés d'être le bras séculier de certaines puissances internationales déterminées à déstabiliser le Cameroun et d'autres pays d'Afrique centrale. Elle a été menacée de mort, agressée physiquement et souvent critiquée dans les médias. Que cherche réellement la directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale? Qu'est-ce qui explique un tel engagement dans la société civile? Quelles sont leurs méthodes d'investigation sur la situation des droits de l'homme au Cameroun en Afrique centrale face à la réalité de l'exercice du pouvoir exécutif et la définition du cadre institutionnel, politique et administratif? Que peuvent ces activistes des droits humains attachés aux idéaux fondamentaux de l'état de droit au Cameroun en Afrique centrale? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du REDAC. Elle est l'invitée de l'émission La Vérité en face. Maximilienne Ngombe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Equinox Télévision. C'est un plaisir pour moi. Je suis en compagnie ce soir de deux journalistes. D'abord, Armstrong Formy. Good evening. Good evening, Cedric Nufele. Good evening to televiewers and fans of La Vérité en face. It is another opportunity again for us to understand the truth, and the truth is going to be given in this edition of the program by the personality presented to you by Cedric Nufele. You got her, and of course we are going to be having a human rights personnel, not like any other human rights personality, but a lady, a very powerful lady, she that has featured amongst the most powerful ladies within Africa in 2019, and of course act among other things fighting to defend human rights in Central Africa. She is the executive director of the Network for the Defenders of Human Rights in Central Africa. You got the name already. She is Maximilienne Ngombe. She's the person that you are going to be listening to tonight, and of course getting the truth on the situation of human rights in Cameroon in general, and of course the northwest and southwest regions in particular, with over 3 years and running of the worsening anglophone crisis. Merci pour cette précision, Armstrong Formy. Et juste à côté de vous, Duval Fongwa. Bonsoir Duval. Bonsoir Cédric Moufele, bonsoir à Maximilien Ngombe et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Maximilienne Ngombe, vous êtes connue au Cameroun et au-delà des frontières nationales comme une experte sur les questions des droits de l'homme, de la gouvernance, de la démocratie et des élections en Afrique. Mais avant, vous avez des compétences dans les domaines professionnels. Quel a été votre parcours professionnel avant d'embrasser corps et âme le militantisme pour les droits de l'homme? Merci, mais je voulais d'abord dire que j'ai commencé à militer très jeune. J'étais au lycée classique d'EDA, donc mon militantisme ne date pas d'aujourd'hui. Et je pense que né d'une famille d'enseignants, et donc je n'ai pas toujours supporté l'injustice. Donc mon premier parcours de militante, c'était au lycée classique d'EDA. Maintenant, après, comme toute personne, j'ai fait les études, j'ai travaillé, j'ai été tour à tour chargée des questions financières au premier bureau de change, la Promotour, que dirigeait M. Emako et M. Moulela Joseph. Donc j'ai gagné de l'argent. Donc je sais comment on a travaillé. Et donc après, on a eu des difficultés avec ce premier bureau de change, la Promotour, c'était à Bonanjo à l'époque. M. Moulela a ouvert un cabinet d'expertise en douane et c'est moi qui étais comme la superviseure, n'est-ce pas, de ce cabinet, parce que M. Moulela n'était pratiquement pas là. Il avait fait un AVC, il était parti, n'est-ce pas, pour se soigner en Europe. Donc c'est à son retour, contre toute attente, alors que c'est quelqu'un avec qui j'étais très bien et que je suis très bien, c'est mon papa, c'est comme ça qu'il m'appelait ma fille. Il m'a dit, il y a beaucoup de pression, je ne peux plus vous payer, c'est avec beaucoup de larmes aux yeux que je suis obligée de vous licencier. Donc j'ai été licenciée.
D'où venaient ces pressions? Est-ce qu'elles avaient, ces pressions, un lien avec votre engagement militant? Bien entendu, parce que j'ai jamais caché mon militantisme, même quand j'étais avec eux. D'abord, il faut dire que j'ai milité d'abord dans une association locale qui s'appelait PRODOP, Solidarité pour la promotion des droits de l'homme et des peuples au Cameroun. Et donc, j'ai voyagé un peu, et puis on a fait des rapports. Donc, ils savaient que je militais. Et je pense que il y avait un monsieur, monsieur Obulabot, qui est aujourd'hui je crois en retraite, à la retraite, et qui avait clairement dit à monsieur Moulela, qui était son frère, qui lui avait dit votre fille, son dossier est sur la table au niveau de la présidence. C'est difficile, on ne sait pas quoi faire, mais moi je sais que c'est une fille bien et j'ai du mal à comprendre cet acharnement, mais je pense que vous monsieur Moula, vous allez avoir des problèmes si vous continuez à la voir comme votre employé, parce que vous n'allez pas avoir des marchés, parce que il faut le dire, l'expertise en douane consistait, n'est-ce pas, à travailler avec des sociétés comme Sonara, la SABC, donc lorsqu'ils avaient des questions d'impôts ou alors des questions de litiges douaniers, donc il fallait bien qu'il y ait un expert qui traite le dossier et qui suggère des solutions. Donc c'était notre travail. Donc petit à petit, on a commencé à lui enlever, n'est-ce pas, des portefeuilles. Et j'ai vu la difficulté de mon père, de mon patron, à joindre les deux bouts. Et c'est avec beaucoup de regrets et avec beaucoup de difficultés qu'il est arrivé à me dire vraiment, vous-même vous voyez. Quels sont les actes que vous avez posés, Maximilien Ngombe, en tant que militant des droits de l'homme, qui auraient amené à ce que ces pressions soient exercées sur votre patron à l'époque? La première chose, c'était les événements de 2008. Vous savez très bien qu'il y a eu les émeutes de 2008. Donc c'est là que... Avant, quand je travaillais, il n'y avait pas de problème. On n'a pas eu ce genre de problème, mais... En 2008, après les émeutes de la faim et le changement de la Constitution, au changement de la Constitution, vous le savez très bien, peut-être parmi vous étiez un peu plus jeunes, mais d'autres ont vécu cela. On était quand même, nos organisations, aujourd'hui avec Madeleine Affité qui a pris un peu sa retraite, on était quand même parmi les organisations qui avaient fait un rapport pour démontrer qu'il y avait au moins 200 jeunes qui étaient tués et certains qui étaient projetés, n'est-ce pas, dans le Vaury. Et donc, on a fait le tour du monde pour faire le plaidoyer, pour qu'on ouvre au moins les enquêtes pour que ces 200 jeunes-là, n'est-ce pas, qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé et que les commanditaires soient, n'est-ce pas, punis. Je pense que c'était les premiers déboires. Après, il y a des questions de la grande... Quand le général Paye est venu ici pour lutter contre... on a mis en place le commandement opérationnel, comme vous le savez. Il y a quand même eu les 9 de Bépanda et nous avions été quand même... Et c'est dommage aujourd'hui quand je vois quelqu'un comme le maître Momo Dieudonné. C'est dommage, je dis bien c'est dommage, parce qu'on était ensemble, quand maître Momo Dieudonné, on était au four et au moulin, n'est-ce pas, pour que les 9 de Bépanda, que la situation de ces 9 de Bépanda, qu'on puisse, n'est-ce pas, l'éclaircir. Donc, voilà un peu tous ces combats-là qui ont fait que... Vous avez évoqué deux situations. Oui. Certainement que vous faites allusion au commandement opérationnel, oui, qui a été mis en place au Cameroun, je crois, au début des années 2000, oui, pour lutter contre la grande insécurité qui était vraiment rampante. Oui. Parce qu'on se souvient qu'à cette époque, il y avait des gens qui pratiquement se baladaient de quartier en quartier pour rançonner, pour racketter les familles, en donnant des rendez-vous. Exactement. Et le général Paye a été envoyé à Douala justement pour mettre un terme à cela. Vous avez évoqué cela. Oui. Vous avez également évoqué le combat que vous avez mené avec Madeleine Affité au sein de la CAT, oui, j'imagine. Que je rends d'ailleurs hommage. Voilà. Par rapport à tout ce combat, et d'ailleurs vous avez parlé des émeutes 2008 avec notamment le rapport, ce fameux rapport que vous avez rendu public et qui venait en contradiction complète avec le rapport du gouvernement qui faisait état d'une quarantaine de personnes qui avaient été tuées au cours de ces émeutes-là. Mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. Il y a Madeleine Affité dans le cadre de la CAT et vous avez parlé de 9 de Bépanda avec Jean-Dieu Momo, Alissé Kani et tout ça.
Alors, toutes ces personnes auraient pu être, elles aussi, je veux dire ça comment, suivies ou matraquées. Mais pourquoi vous avez l'impression que vous, particulièrement, vous avez subi des atrocités? Non, j'ai pas une impression. Les faits sont têtus. Madeleine Afité a subi beaucoup de pression. Sa voiture a été vandalisée. Elle a pris sa retraite même précipitamment parce qu'après, elle a eu des problèmes de santé. Ses enfants, elle était obligée de les faire partir avant les miennes précipitamment. Donc, c'est des choses qui existent. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une impression. Donc, après, quand on a mis en place une machine, on voit une personne après une autre. Maintenant, d'abord, nous sommes des femmes. Madeleine Afité et moi-même, nous sommes des femmes. C'est pas la même chose. Nous ne subissons pas les mêmes représailles comme les hommes. Je ne dis pas que les hommes ne subissent pas, mais c'est pas la même chose. Nous subissons des doubles représailles. D'abord parce que nous sommes des femmes et en plus parce que des femmes n'ont pas le droit de faire un certain nombre de choses dans, n'est-ce pas, l'imagerie populaire où les hommes sont majoritaires. Donc nous avons subi pas mal de pression à ce moment-là et il y a certains qui ont abandonné, il y a d'autres qui sont partis en exil, il y a certains aussi qui ont dit le combat continue. Donc c'est ça. Peut-être avant de revenir sur les conséquences, je veux dire physiques, sur votre personne et puis sur votre environnement immédiat, pour rester sur ce militantisme-là. C'est un militantisme des droits de l'homme où il y avait un peu de politique. C'est les droits de l'homme, là. Les droits de l'homme, c'est le droit à un procès équitable. Quand on dit, par exemple, les exécutions extrajudiciaires ou sommaires qui sont, n'est-ce pas, interdites par toutes les conventions internationales et les traités, librement ratifiés par les États de l'Afrique centrale, si on fait un rapport, parce qu'on estime que, n'est-ce pas, des personnes ont été assassinées, ont subi, n'est-ce pas, ces exactions-là, mais ça fait partie des droits de l'homme. Maintenant, le politique a tendance à penser que chaque fois que la société civile, d'ailleurs ce n'est pas une invention camerounaise, et moi qui sillonne l'Afrique centrale, lorsque vous êtes en face d'un gouvernement ou bien d'un État qui n'est pas en accord avec, n'est-ce pas, des conventions et des traités, c'est souvent qu'il fait un mélange du genre parce que ça les arrange en créant le trouble pour démontrer que oui, mais vous voyez, ils sont peut-être tapis dans l'ombre d'un parti. Je pose la question parce que on voit engager sur la cause des droits de l'homme, oui. Mais il faut pas oublier que on a quand même observé un certain nombre d'acquaintances, oui, entre vous, je veux dire entre certains hommes politiques et vous. Ce n'est pas un secret aujourd'hui que Moukoko Priso, par exemple, est votre papa. Oui. Et on connaît son engagement politique et ses positions vis-à-vis du pouvoir. Mais oui, c'est des gens qui m'ont formé. Vous pouvez pas mais si je suis aussi ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que des gens m'ont formé. C'était en clandestinité. Moi, j'ai commencé à militer, comme je vous ai dit, j'étais au lycée classique, c'était dans les années 88, 89, et donc c'est les Moukoko. À l'époque, on parlait pas du multipartisme, donc moi je les ai connus comme ça, et dans la clandestinité, les Henriette, elle est encore vivante aujourd'hui, c'est des gens qui m'ont formé sur d'abord sur le militantisme, comment prendre, n'est-ce pas, comment documenter et comment aussi, n'est-ce pas, résister, parce qu'à l'époque, il fallait résister. Donc, et aujourd'hui aussi, il faut résister. Mais à l'époque, ne militait pas qui voulait, mais qui pouvait. Et donc, je ne peux pas nier ce parcours-là. Et je pense que ce parcours-là a forgé ce que je suis aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut nier ce que Moukoko Priso a amené, que les Henriette ont amené. Aujourd'hui, d'autres, Makiti et autres ont amené pour quand même qu'on ait ce petit brin, n'est-ce pas, de multipartisme qui est aujourd'hui que chacun dit, bon, allons quand même aux élections, malgré tout. Maximilian Gombe, yes. You indicated that you began in the 80s, in the early age, when you are still in school in Idea. What are some of the forms of violence? Because you said you noticed them at that early age and you could not stand them, even born of a family of teachers. What are some of those acts that you saw then, the forms of injustice that you began with them? And if you cite them, are they still existing in today's Cameroon? Thank you very much. But let me explain in French because I am very
briefly, when I want to explain something, it's important for me to go in French because it's easy for me. All right. It's okay. Yeah, go ahead. I am apologize about my friend in Northwest and Southwest, but they know that we are together. Yes. Thank you. All right. Alors, en première, nous avons un proviseur qui est membre du RDPC. On est pendant l'élection présidentielle. Présidentielle, je ne sais pas, présidentielle, non. Une élection, là, je ne sais plus si c'est une élection législative, si ma mémoire C'est quelle année? 91, c'est présidentielle. C'est l'élection présidentielle. C'était ma dernière année. D'ailleurs, on m'a même banni de lycée. Heureusement que j'avais eu mon diplôme, mon examen, j'étais partie. Et donc, ce proviseur, on est en train de faire à l'époque ce qu'on appelle les examens blancs. Nous en faisait encore. Baccalauréat blanc, probatoire blanc, pour voir si nous sommes aptes. Parce que les gens ne supportaient pas les échecs. Et lui, il nous largue au moment où on veut faire, n'est-ce pas, cet examen. Il va battre campagne et il laisse les professeurs sans craie, sans papier, rien du tout. Donc, nous arrivons, un certain nombre de camarades de classe, et moi, j'étais déjà militante dans la clandestinité. Donc, je savais comment on organise, n'est-ce pas, une manif. Mais oui, on n'invente pas l'organisation des manifs. Ça s'organise. Ça s'organise en amont. Donc, on a fait une réunion là tout de suite. Et puis, 2 heures, 3 heures plus tard, on levait le drapeau, on soulevait le drapeau. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et je peux vous assurer que j'ai des collègues, ils m'écoutent peut-être aujourd'hui, il y a 2 qui ont perdu les dents. C'était une répression atroce. Les militaires sont venus au lycée classique d'EDA. Nous arrêter, nous tabasser comme juste parce qu'on a dit que c'est pas normal qu'un proviseur, au moment où on est en train de préparer nos examens pour devenir aussi quelqu'un demain, qu'il nous laisse et qu'il aille, n'est-ce pas, faire battre campagne. Quand il revient... Called in by the teachers, called by the principal of the school, I mean the soldiers who called them on campus, school authorities. Je pense que c'était le surveillant général. Et puis on l'a rappelé tout de suite, le proviseur. Il a tiré en l'air, il avait l'arme dans son bureau, il a commencé à tirer en l'air. Donc c'est aussi ça qui a fait à ce que nous n'avons pas supporté. Je pense que son bureau a été brûlé, ses diplômes ont été brûlés, on l'a même affecté tout de suite. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on avait dit qu'il n'était pas normal qu'il soit proviseur au lycée classique d'EDA parce qu'il n'était pas, n'est-ce pas, il n'était pas plègue. Donc, il s'appelait M. Baha, qui était directeur du collège Montesquieu, et c'est son ami, M. Mboui, qui l'a affecté au lycée, on ne sait pas par quel mot de passe-passe. Et donc, il ne connaissait pas la réalité d'un lycée, il savait pas ce que c'est qu'un lycée. Donc, on avait déjà un problème avec lui parce qu'on considérait qu'on nous a enlevé un bon professeur qui est décédé aujourd'hui, M. Bucon, qui était très bien avec nous, pour nous amener un directeur d'une école privée. Donc, ce n'était pas c'était pas la même philosophie. Therefore, it was like a similar atmosphere what we had in the University of Buea. We saw soldiers came into the University of Buea, yes, and had some students were beaten. It is a way to like say it has not actually changed since from what you witnessed in Edea. It continues to today's Cameroon. Oui, bien sûr. Vous avez vu, c'est exactement à peu près ce qui s'est passé. À la différence que à l'époque, c'était les services de renseignement qui étaient très forts. Moi, je sais, et je parle, que Henriette peut le dire aujourd'hui, je sais que je suis venue à Douala, j'ai passé plus de 3 semaines sans aller à l'école parce que j'étais recherchée. Et quand ils sont venus me chercher chez nous à EDA, je suis sortie par la porte de derrière. Ma petite soeur qui était religieuse, qui est morte dans le Diola, paix à son âme, c'est elle qui m'a dit, on est venu te chercher. Donc, je suis sortie par la porte de derrière. Si on m'avait retrouvée, je suis sûre que je serais morte aujourd'hui. Parce qu'on ne blaguait pas avec ça. Et je peux même vous dire qu'il était, à l'époque,
du service de renseignement, mais peu importe. Il se reconnaît là, quand je parle, il sait de quoi je parle. Donc, ça n'a pas beaucoup changé, mais ça a changé un peu parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Donc, on peut au moins filmer ça. À l'époque, on disparaissait. J'ai des amis qui ont perdu des dents. Certains ont perdu des amis de classe. Vous vous rendez compte, en première et en terminale, vous perdez des dents, vous perdez un membre. C'est terminé pour vous. Lorsque vos amis et vos proches vivent ces scènes dans les années 90, pourquoi vous continuez à militer? Quelles sont les motivations de cet engagement qui se renforce au fil des ans? Alors, mon papa qui est décédé, mon papa biologique, était un enseignant catholique et je pense qu'il m'a donné beaucoup de force pour continuer. Il m'a d'abord menacé. Il m'a dit, si tu rates ton probatoire, moi je ne paye plus ton école. Et là, c'était un challenge parce que moi, j'étais tout le temps dans les formations clandestines. En même temps, il fallait que je fasse quand même mes études. C'était pas facile. On venait là un vendredi pour une formation. On partait le dimanche ou le lundi matin. On m'appelait même à l'époque au lycée Roger Mila parce que on ne savait pas à quel moment je venais. Mais j'avais beaucoup de bonnes relations avec le chef de classe et la cheftaine de classe parce que j'étais aussi parmi les meilleurs élèves. Donc, c'était ça qui me sauvait. Et donc, il me dit, tu as choisi de militer, je ne sais pas avec qui, qu'est-ce que tu cherches. Et donc, si tu rates le probatoire, là, moi, tu m'oublies. D'accord, je commence à dire, mais là, l'affaire là est grave. Je constate effectivement que je ne lis pas mes cours. Et j'ai fait le probatoire avec ma petite sœur. Et le jour là, M. Bucon appelle mon père pour lui dire, il n'y a qu'une seule Ngombe qui a réussi. J'étais convaincu que c'était ma petite sœur. Donc j'ai dit, l'affaire si c'est réglé, donc moi, je suis foutu. Et le proviseur dit que lui va donner les résultats comment on appelle ça, dans une boîte de nuit. Parce que les gens qui ne sont jamais à l'école, c'est là-bas qu'on va se retrouver. Donc on s'est retrouvés en boîte de nuit. Il a décidé, mais mes camarades de classe, on s'est retrouvés là-bas. Moi, je ne suis pas partie, je suis allée me coucher parce que j'étais convaincue que c'est ma petite sœur qui a eu le probatoire. Et donc après, on vient me dire, c'est toi. Donc mon père est venu me dire, bon, tu fais comme tu veux à partir d'aujourd'hui. Tu m'as démontré que tu as la capacité de faire tes études et de lutter pour la nation. Parce que lui-même, il y avait une injustice à l'encontre de mon papa. Un enseignant catholique, je suis allée dans ma curiosité voir son bulletin de paye. Il gagnait à l'époque dans les 25 000 francs. Il ne dormait pas avant minuit. Et je me disais, c'est pas possible. Mon père qui donne de la connaissance à tout ce monde-là. Et je voyais des commissaires, des avocats, tout ce monde-là qui l'enseignait pour avoir 25 000 francs CFA. Je trouvais que c'est injuste. Et je lui ai dit, papa, moi je vais te venger. Ça ne peut pas se passer comme ça, dans un pays normal. Maximilien Ngombe, vous perdez votre emploi du fait de cet engagement dans la société civile. Comment vous vivez à cet instant-là? Comment réagit votre famille à ce moment précis? C'était très dur. D'abord, je perds mon emploi quand mon papa est très malade. Il est pratiquement agonisant parce qu'il a un cancer et les médecins nous disent qu'il faut seulement l'accompagner. Donc, je n'ai plus d'emploi, j'ai mes enfants, je suis là, donc je ne sais, je perds d'abord les pédales, ça c'est clair. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ma famille, j'ai ma grande sœur, surtout l'aînée, qui me dit, on t'a toujours dit que cette affaire-là, il faut laisser ça. Et d'ailleurs, elle me dit, à cause de toi, nous-mêmes aussi, nos affaires ne marchent pas. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, on fait des réunions pour que j'arrête. Donc, comment je survis à ce moment-là? Je peux dire simplement par la solidarité des personnalités comme Mukoko Prison, qui m'avait, n'est-ce pas, depuis mon bas âge, depuis que j'étais en terminale, il m'avait adopté comme sa fille. C'était très, très difficile. Et jour pour jour, un an jour pour jour, mon père meurt. Donc après, comme je commençais à développer l'expertise sur les droits de l'homme, c'est comme ça qu'avec Amnesty,
on développe une petite formation sur la documentation. Et je suis appelé à Bujumbura pour, n'est-ce pas, partager l'expérience du Cameroun sur la documentation et sur la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Voilà. Et c'est comme ça que je commence à gagner des petits sous, vraiment pour survivre. Ceux qui me connaissent savent que ça a été des moments très, très difficiles. Très, très, très difficiles. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer de militer et personne ne m'a corrompu. Et c'est à ce moment où j'ai vu beaucoup de gens venir me dire « Qu'est-ce que tu veux? On peut vous donner par mois même 500 000 si vous restez tranquille et autres. » Je leur ai dit merci. Pour le moment, quand j'aurai besoin, j'aviserai. Ces personnes vous proposent cet argent pour quel but? Pour le simple fait que tu es clochardisé, vous tiennent comme ça, vous allez vous taire, vous allez commencer à dire par exemple tout va bien au Cameroun, ou alors, mais bon voilà, tous ces griots-là qui veulent qu'on tape les tam-tams pour dire que tout va bien, donc ils rentrent en scène parce qu'ils connaissent ils savent maintenant que vous êtes vulnérable, ils connaissent ces vulnérabilités et ils envoient des petits agents de renseignement là. Et vous opposez une fin de non-recevoir? Bien entendu. Et pourquoi? Parce que j'estime que ce n'est pas mon destin. À chacun son destin. Vous aviez encore en mémoire cet engagement que vous avez pris vis-à-vis de votre papa? Je crois, vis-à-vis de mes deux papas. Je leur avais dit, je ne vous trahirai jamais. Monsieur Moukoko est mon papa. D'ailleurs, quand il est décédé, là, vous avez vu que c'est moi qui me suis occupé de ses obsèques. Donc, je leur avais dit ça, que je ne vous trahirai jamais. C'est des messages forts. Et comme ils m'ont donné ce dont j'avais besoin, des fondamentaux, il n'est pas question pour moi que ces fondamentaux, pour rien au monde, que j'abandonne. Vous êtes aujourd'hui directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et vous avez suivi de près l'évolution de la situation des droits de l'homme dans les régions anglophones. Et là, Armstrong Formé va vous poser quelques questions. Exactly, that is the worry of so many. We've had reports from international non-governmental organizations, so many on the situation of human rights in the northwest and southwest regions of Cameroon, with the crisis that is on for 3 years and running. You, as the executive director of the Network of Human Rights Defenders in Central Africa, what's the state of human rights in the northwest and southwest regions as of now? Alors, il faut dire que la situation est très très difficile. En 2016, quand la situation commence au nord-ouest, sud-ouest, je pense que c'est le REDA qui était le premier réseau à dire exactement quelle était la situation, l'état des lieux. Parce que nous avons des antennes pour pouvoir dire avec autorité qu'il y a des problèmes. In 2016. Oui, et nous avons donné des pistes de solutions. Bien entendu, comme je le dis toujours, nous avons des personnes qui n'entendent, qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas, qui ne voient pas. What did people ask like the solutions? Let's go from there. What are the things that you propose as early as 2016? Non, avant qu'elle n'y arrive, permettez qu'elle développe. Oui, j'arrive. All right. En 2017, c'est-à-dire que le 31 septembre, c'est-à-dire qu'à la veille du 1er octobre, nous avons fait le tour des télés pour dire, parce que les séparatistes qu'on appelle ambazoniens aujourd'hui avaient dit qu'ils vont lever leur drapeau le 1er octobre 2017, tout le monde se rappelle de cette date-là, et nous avons dit aux autorités et surtout aux forces de sécurité de ne pas céder à cette provocation et ne pas tirer. Sauf que le lendemain, tout le monde sait ce qui s'est passé. Et nous avons documenté pour dire qu'il y a eu 100 morts. Vous avez entendu notre ping-pong entre l'ancien porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, M. Issa Chiroma, et le REDAC à cette époque-là, qui disait que c'est 5 morts, après c'était 30 après, mais nous avions fait la documentation de 100 morts. Et après, l'Église catholique a dit exact. Amnesty est venu nous dire exact. C'était le REDA qui avait fait ça. Et on avait documenté avec les noms. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons même pas s'il y a eu une enquête. Et là, on avait dit
que l'allure que prend cette crise-là, il faut qu'on mette en place tout de suite un mécanisme de dialogue. Parce qu'on ne peut pas résoudre cette crise par la force. Parce que nous avons déjà des fronts ouverts à l'extrême nord avec Boko Haram, qui n'est pas, n'est-ce pas, qui n'est pas camerounais. On a à l'est, on était déjà à l'est avec les coupeurs de route qui venaient des rebelles centrafricains. On ne peut pas se permettre d'avoir un autre front aujourd'hui au nord-ouest, sud-ouest, quid avec nos propres frères. Donc il y a un malaise. De 2017 à 2019, vous avez entendu tous ceux qui sont passés au grand dialogue dire qu'il n'y aura pas de dialogue. Après, nous nous sommes passés outre le dialogue, parce que quand on a commencé, n'est-ce pas, à exécuter les forces de l'ordre, les forces de sécurité, à décapiter les forces de sécurité, à enlever les autorités, nous avons là encore interpellé l'État en leur disant du jamais vu. Et là, c'est une situation qui devient très très grave. Donc il faut plutôt aller dans une autre solution un peu plus forte, qui est la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Parce que pour nous, ça ne s'explique pas que les forces de sécurité soient égorgées comme, n'est-ce pas, des bêtes, et que qu'on retrouve leur corps, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, parce que les forces de sécurité sont là quand même pour nous protéger. Ça veut dire que c'est des messages pour dire que nous n'avons plus un État, nous n'avons plus une nation. Et donc, il faut quand même qu'on s'arrête. Même dans nos vies, lorsque vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont plus, vous arrêtez d'abord. Et là, nous tenons, on le dit tout le temps, nous tenons le gouvernement, les autorités pour responsables, parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés à chaque fois qu'il y a une situation pour dire qu'est-ce qu'on met en place, alors qu'ils avaient des propositions concrètes qu'on faisait. Donc voilà, et là aujourd'hui, la situation, c'est une situation de non-État. Vous le savez très bien. Je me suis encore amusée aujourd'hui de regarder la télévision Equinox, qui fouine un peu partout, et bravo, où on était en train d'installer, je crois, un sous-préfet dans une petite localité, là-bas c'est Gouchine, Gouti. Mais vous voyez très bien que dans une précipitation et nuit, on a essayé de débroussailler, on n'a même pas enlevé toutes les herbes, il n'y avait que le sous-préfet et le préfet, et deux petites personnes là derrière, avec des birques, et on nous dit que c'est un État qui est en train d'être mis en place, alors que vous savez très bien que quand on veut installer un sous-préfet, c'est pour les administrer. Donc il faut que les administrés soient là pour accueillir, n'est-ce pas, le sous-préfet. Ça là déjà, ça peut interpeller pour dire que ce que nous disons depuis, il faut que ça s'arrête. But in 2017, Redac recorded, in 2017, as far back as 2017, Redac recorded 100 deaths. Yeah. 100 people were killed on the 1st of October 2017, according to Redac. Yeah. It has moved from 2017 to 2019. NGOs have presented figures of people killed. At the level of Redac, how many people so far have been killed at this level in the Northwest and Southwest region? En réalité, c'est difficile de donner les statistiques parce que c'est devenu c'est devenu incontrôlable. Il est difficile aujourd'hui de façon claire, même le gouvernement, de dire combien de personnes sont vraiment mortes, n'est-ce pas, dans cette crise-là. Seulement, au vu de l'ampleur, n'est-ce pas, de l'ampleur tous les jours dans la situation, on peut aller dans les 3000 personnes. 3000 deaths. Oui, sans compter ceux qui sont en prison, qui n'ont jamais vu le juge d'instruction. Parce que quand on vous arrête, on vous dit que vous êtes embassonné, entre guillemets, vous faites 1 an, 2 ans, vous n'avez pas rencontré un juge d'instruction. Quel est le projet? Qu'est-ce que vous faites là? Et c'est des jeunes de moins de 24 ans. Donc au moins un millier de personnes encore sont dans des prisons
et soit peut-être 200, 300 qui n'ont pas vu le juge d'instruction. On l'a d'ailleurs relevé dans une des communications pour demander, n'est-ce pas, au ministre de la Justice, lorsqu'il y avait des émeutes, d'urger, n'est-ce pas, par exemple, les magistrats de rentrer dans les prisons et de regarder, n'est-ce pas, ces dossiers-là, et peut-être de les faire sortir parce qu'ils n'ont rien à faire là-dedans. Si vous amenez quelqu'un depuis 2 ans et vous n'arrivez pas à apporter une seule petite preuve pour démontrer que c'est pourquoi vous l'avez arrêté, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites de lui en prison? Mais certains d'entre eux sont soupçonnés d'être complices de ces groupes armés et séparatistes qui commettent des exactions sur le théâtre de la crise anglophone. Heureusement que vous dites soupçonnés. Ce n'est que des soupçons. Le problème avec nous au Cameroun, peut-être dans quelques pays, certains pays de l'Afrique centrale, c'est que on vous arrête, mais c'est vous qui devez justifier que vous n'êtes pas coupable. Non. Si je suis arrêté, c'est à l'autre de me dire pourquoi il m'a arrêté. Ce n'est pas à moi de commencer à dire que je ne suis pas coupable. C'est à l'autre de me dire voilà ce pourquoi on vous accuse. Vous acceptez, vous ne nous acceptez pas. Mais avec des enquêtes telles que bien définies, il y a quand même des préliminaires pour les enquêtes. Aujourd'hui, on vous prend d'abord, on vous met quelque part, et bon, on commence à vous dire que bon, on verra bien, demain après-demain, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous êtes là, vous ne savez même pas pourquoi vous avez été arrêté. Le jour où, bon, on veut politiquement régler des problèmes, ça on dit, bon, venez, c'est le tribunal militaire. Non, je pense que si ce n'est que des soupçons, justement, il faut lever ces soupçons-là et dire exactement au peuple camerounais pourquoi ces gens-là sont arrêtés. Deuxième chose, tout le monde le dit, est-ce que vous avez souvent les noms? On a toujours les noms quand le président de la République, n'est-ce pas, les gracie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, les journalistes d'investigation, nous, les organisations de la société civile, les partis politiques et autres, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire que par rapport à la crise anglophone, il y a des noms, je ne dis pas des chiffres, des noms? Est-ce qu'on peut les afficher quelque part? Est-ce que c'est normal au moment où on dit qu'il y a quand même un groupe séparatiste qui veut la sécession? Il faut au moins que le peuple camerounais sache et voit qui est derrière quoi. All right. You've highlighted arbitrary arrests, some incommunicado detentions, cases, the killings, and what are equally some of the forms of these right abuses in the northwest and southwest regions of today? Because you started by saying that the situation is worse. La situation est très 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 difficile pour le simple fait que c'est une zone qui est devenue une zone non gouvernée. On ne peut plus gouverner au nord ou au sud-ouest. Il y a des gouverneurs, il y a des sous-préfets et des préfets qui sont encore en fonction. On voit dans les principales villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest des populations qui se déplacent plus ou moins au-delà des journées déclarées villes mortes. On voit des sous-préfets qui rassurent de ce que l'autorité administrative est encore présente. Pour vous, ces images-là ne montrent-elles pas la volonté du gouvernement de démontrer qu'il a encore sa capacité d'administrer ces régions? Très bien. Vous venez vous-même de dire que au-delà de villes mortes instaurées, ce n'est pas le gouvernement qui a instauré les villes mortes. C'est les séparatistes qui avaient instauré les villes mortes de lundi. Et le gouvernement ne pouvait que faire, n'a suivi. Donc si on impose à un gouvernement qui doit protéger, n'est-ce pas, les populations, une ville morte, est-ce que ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas un problème? On leur a imposé la ville morte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que parce que Bamenda, quelques petites villes là, moi j'ai été à Pini, parce que tout le monde est dans les bureaux feutrés, n'est-ce pas, et climatisés à Yaoundé. C'est de là qu'ils disent que tout va bien. Nous sommes sur le terrain. Je peux vous dire dans des villages où je suis allé et ce que j'ai vu. Il y a des vidéos tournées par nous-mêmes, puisque j'y suis allé. Ne me demandez pas comment, parce que ce n'est pas la peine, je ne vous dirai pas. Mais je suis allé, Pigny et autres, où la vie s'est arrêtée. Donc la vie ne peut pas être seulement quelques
quel quartier de Bamenda et de Buea, un peu à Limbe, et dire que bon, il y a le gouvernement a le contrôle. Le gouvernement n'a plus de contrôle. Et ce n'est pas des solutions, alors des ébauches de solutions qui manquent. C'est le manque de volonté politique qui manque. Mais il y a eu des missions gouvernementales au début de la crise qui se sont rendues dans ces régions pour discuter avec les forces vives, les associations, les syndicats, conducteurs de mototaxis, les populations, afin de relever leurs préoccupations et les transmettre au chef de l'État. Plusieurs missions gouvernementales sous l'ère du Premier ministre Philémon Yan. Comment expliquer que malgré ces différentes missions, que la situation s'est empirée entre 2017 et 2019? Parce que les solutions... Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas avoir le cancer et on vous soigne du palu. C'est clair. Je ne suis pas médecin, mais c'est le b.a.-ba. Si vous avez un cancer, moi j'ai vu mon papa souffrir d'un cancer, on ne lui donnait pas de médicaments du palu, parce que les médicaments du palu, bon, vous les buvez au bout de 2 jours, si vous les buvez très bien, vous guérissez. Le cancer, il faut des médicaments forts, il faut un traitement fort. Donc un traitement fort, ce n'est pas la force. Pas forcément. Ce n'est pas aussi la guerre d'information. Parce que l'autre chose qui se passe au niveau du nord-ouest et sud-ouest, c'est aussi la guerre d'information et de communication. Parce que chacun veut gagner la guerre. Je vous ai amené ici le rapport du REDAC sur l'élection présidentielle de 2018, la documentation des cas de violation et d'abus des droits humains pendant et après l'élection présidentielle du 7 octobre. Les zones à risque, nord-ouest, sud-ouest, extrême nord, littoral. Je souhaite que chacun, n'est-ce pas, lise ça de bout en bout. Et là, il y a des solutions. Et je termine. En dehors de ces exactions, ce que vous ne savez pas, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est que les activistes du nord-ouest, sud-ouest sont menacés tout le temps. Nous avons déjà délocalisé au moins 5 femmes défenseurs des droits de l'homme du nord-ouest, sud-ouest pour d'autres régions qui ne sont pas menacées par les, entre parenthèses, séparatistes, mais par, n'est-ce pas, les membres du gouvernement. Il y a un de nos collègues qui a disparu depuis 2018, Moua Franklin. Il était seulement à Kumba pour faire son travail de reporting. Il a disparu. On a fait tous les plaidoyers du monde entier. Le gouvernement ne s'est même pas prononcé jusque-là. Mais il est connu comme défenseur des droits de l'homme. Alors donc, quand on arrive à ce stade-là, et qu'il y a quand même des pistes de solutions, et qu'on bouche les oreilles, il ne faut pas demain dire comment ça s'explique. Ça s'explique que ceux qui gouvernent doivent, n'est-ce pas, écouter, n'est-ce pas, les administrés qui peuvent être sur le terrain, qui peuvent apporter, n'est-ce pas, des solutions. Massimiliano Ngombe, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a un problème de communication, qu'il y a une bataille autour de la communication, et on observe justement que l'une des paumes de discorde entre le gouvernement de la République et le REDAC, c'est au niveau des chiffres, très souvent, sur la façon, je veux dire, sur l'évaluation des pertes, des conséquences ou des batailles entre les forces de défense et de sécurité et les groupes armés. L'autre terrain, c'est bien évidemment sur le terrain sécuritaire. On a vu dans la guerre contre Boko Haram, un certain nombre d'exactions vous avez relevé dans votre rapport avec d'autres organisations internationales sur le nombre de personnes qui ont été tuées au cours de ces exactions, les cas de violation des droits de l'homme. Cela peut-être donne l'occasion à la directrice exécutive du REDAC aujourd'hui de nous donner des indications sur leur méthode de travail. Comment vous travaillez? Est-ce que les méthodes sont fiables? Quelles sont les méthodes? Je veux dire, quel est le process qui vous permet, au bout du compte, de rendre public ces chiffres et de les informations qui très souvent sont contestées par le pouvoir? D'abord, c'est reconnu. Les chiffres des organisations internationales ou nationales et ceux de gouvernement ont toujours été l'objet de discorde. Ce n'est pas une question seulement au niveau du Cameroun. Si vous suivez Human Rights Watch, par exemple, quand il fait un rapport sur la France, et tout, on conteste toujours. Le problème, c'est la manière. C'est-à-dire, ici, on ne conteste pas,
Mais on vous menace pour dire que vous mentez. Pour après dire que vous avez raison. C'est pas pareil. On conteste toujours. Quand vous partez par exemple à Genève, lorsqu'il y a l'examen périodique et autres, le Cameroun n'invente pas le chaud, tous ces pays-là passent. Vous entendez un ambassadeur ou bien un représentant de l'État dire nous prenons acte, bon, même si les chiffres sont exagérés, on va quand même voir si les exactions là, même si c'est deux, pour voir comment il faut améliorer. Ils ont dit il n'y a jamais rien. Que vraiment tout va bien. Peut-être parce qu'on conteste vos méthodes de travail. Bon, on peut contester les méthodes de travail, mais si après vous dites c'est pas vrai, et après vous dites c'est vrai alors. Parce qu'après on dit c'est pas vrai, après on vous dit bon c'est vrai, mais ce n'était pas le chiffre. C'est ça le problème. Si on conteste les méthodes de travail, on peut dire au public que nous contestons les méthodes de travail, mais on ne peut pas dire au public ce n'est pas vrai. C'est des caisses de résonance de certains pays, mais après pour dire c'est vrai, mais c'était juste des brebis galeuses, c'est ridicule. Maximilien Gombe, prenons un cas pratique sur la situation humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les ONG, les Nations Unies parlent de près de 500 000 déplacés internes. Le gouvernement a contesté ces chiffres à travers la voix du ministre. C'est pour le savoir. C'est pour ça que je dis il ne faut pas se moquer du peuple. Parce qu'on peut tromper le peuple pour un temps. On ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Parce qu'à un moment donné, le peuple va se révolter. J'ai toujours été libre ici pour dire que si on continue à tromper le peuple comme ça, je suis convaincu que ce peuple-là va un jour se lever. Ce peuple amorphe, entre guillemets, pour un soulèvement populaire pacifique. Cédric a parlé tout à l'heure, il a pris le cas de la crise humanitaire. Mais il y a également une autre situation. On a vu le REDAC devant la scène. Pendant plusieurs semaines, on a même eu l'impression à un moment donné que c'était pratiquement la fin. Pour le REDAC, c'était sur l'affaire de ces femmes dans l'extrême nord qui avaient été abattues avec les bébés sur le dos. Il faut dire des choses telles qu'elles se présentent. Lorsque vous avez une situation comme celle-là, comment vous procédez comment vous travaillez pour arriver à des conclusions aussi graves qui peuvent mettre en péril le fonctionnement des institutions et la stabilité d'un État? Non, d'abord, chaque organisation a ses méthodes de travail. Il n'y a pas de méthode standard universelle, un process universellement reconnu? Non. Chaque organisation a ses méthodes de travail selon sa thématique. Nous, la thématique du REDAC, c'est 1. La protection des défenseurs, 2. La documentation et la recherche des exactions et le plaidoyer. Donc, ça veut dire que nous avons des outils pour ces 3 thématiques-là. Et je mets quiconque au défi. De toutes les façons, vous savez très bien que tout le monde était convaincu que, même dans ma famille, lorsque cette affaire s'est passée, qu'on va m'arrêter parce que j'ai entendu des gens dire qu'il faut l'arrêter. C'est des mensonges de trop. Puisqu'on avait dit que c'est au Mali. Vous voyez comment on peut se ridiculiser au lieu de se rapprocher d'une organisation qui a des outils de travail. Nous avons des outils. Chaque jour, chaque fois que nous publions un rapport, sachez que ça, les canaux, n'est-ce pas, tous les canaux ont été remplis avant que le rapport ne sorte. Donc ce n'est pas des amusements. Lorsque on parle de la défense, n'est-ce pas, des droits humains, ce n'est pas de l'amusement parce que un rapport, comme vous dites, peut, n'est-ce pas, non seulement mettre en mal la sécurité de l'État. Ce n'était pas l'objet. L'objet, c'était d'alerter. Parce qu'il y a des moments où on leur parle en off. Justement, c'était ça la question. Mais justement, les gens ont l'impression que nous venons seulement sur les plateaux. Alors, encore que on ne vient pas toujours sur les plateaux télé. Mais c'est parce qu'ils ont fermé les portes. Ils ont fermé les portes. Nous avons pendant longtemps travaillé avec Amnesty au niveau de l'extrême nord. Chaque fois qu'on sortait un rapport, on le donnait avant. Et vous avez entendu l'ancien ministre de la Communication nous regardant dans les yeux pour dire qu'ils n'ont jamais rien reçu.
Ce rapport, ce n'est même pas encore officiel, mais on a pris la peine de l'envoyer à certains qui sont les responsables. Mais dans ce cas précis-là, Oui. est-ce que vous avez, essayé de joindre, d'entrer en contact avec qui nous droit pour qu'ils sachent exactement qui Bien est entendu, non seulement on a essayé, mais eux aussi ont essayé, mais sauf qu'ils vous tournent en bourrique. Ils essaient de vous avoir, de vous contacter, pas pour que vous discutez, pour trouver, n'est-ce pas, comment est-ce que on peut résoudre le problème. C'est pour vous arrêter, pour faire des aveux tels que, bon, dites que que c'est pas vrai, vous avez menti. Donc, quand vous savez déjà, parce que nous aussi, ils m'ont dit une fois, et je le dis ici, que on vous a infiltré. Moi aussi, je leur ai dit, nous vous avons infiltré. Parce que qu'est-ce que vous pensez? Que moi, je vais être là en train de savoir qu'on m'appelle au ministère de l'administration territoriale pour m'arrêter et sans avoir un avocat pour que... Il y a un peu d'hypécisme là-dedans. Ah, je ne sais pas. C'est vous qui le dites. On reviendra sur le cas de l'extrême nord. J'aimerais qu'on se focalise sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Très bien. Dans le cadre du reporting, la documentation, quel est l'impact de cette guerre sur les femmes et les enfants dans ces régions? Ah oui. Là encore, on a fait une vidéo sur la question des femmes, surtout des femmes qui sont devenues, n'est-ce pas, des prostituées, des prostituées de la guerre. C'est comme ça qu'on les appelle. Quand vous allez à Bonabéry, d'ailleurs vous le savez, vous avez fait des reportages là-dessus. Nous, ce qu'on a fait, c'est plus que ça. C'est-à-dire, on est allé voir dans des maisons, par exemple, dans quelques villages, à l'extrême nord et autres, pour voir les motivations concrètes. C'est que vous arrivez, vous trouvez que un monsieur est parti en brousse, il ne peut plus rentrer parce qu'il a peur des représailles des séparatistes et de l'armée. Non, ils sont pris entre deux, entre le marteau et l'enclume. Donc, ils ont abandonné la femme et des enfants. Parmi les enfants, il y a des enfants, des jeunes filles de 16 ans, 17 ans qui étaient à l'école, qui jouissaient d'une protection familiale. Qu'est-ce que la maman leur dit? Allez vous chercher. Allez vous chercher. Donc, celles qui ont la chance d'arriver à Douala ou alors d'arriver à Souza et trouver, par exemple, du boulot comme femme de ménage moyennant 20 000 ou 25 000, très bien. Elles se disent, elles sont sauvées. Celles qui ne peuvent pas, elles viennent par là, parce qu'il faut qu'elles se cherchent pour nourrir, n'est-ce pas, leurs petits frères qui sont restés, par exemple, avec les femmes. C'est la première chose, des jeunes filles qu'on appelle les prostituées de la guerre. Les femmes maintenant, les femmes, vous savez, on appelle le viol, c'est une arme, n'est-ce pas, de la guerre. Chaque fois, nous avons documenté, par exemple, au nord Kivu, au sud Kivu, et tout le monde le sait, l'arme la plus utilisée pour n'est-ce pas, humilier la femme, c'est le viol. Parce que tu te tais à jamais. Donc, quand vous allez au nord-ouest, sud-ouest, vous allez voir plus de visages de femmes meurtries, silencieuses, qui ne veulent pas vous parler. Indication that they have been raped. Parce qu'elles ont été violées. De part et d'autre. Do they talk? Do they talk to tell who raped them? Who came? De part et d'autre. C'est une guerre. C'est une guerre. Ce n'est pas des émeutes là. On est en guerre avec des armes, toutes les armes que cela. À l'époque, c'était les petits fusils à petit calibre. Aujourd'hui, on est dans une guerre avec des gros canons. Donc c'est une guerre. À la guerre comme à la guerre. Et moi, je vais vous dire, je vais faire une révélation. On a discuté avec les militaires, parce que ceux qui pensent qu'on ne discute pas souvent avec certaines forces de sécurité, ils m'ont reconnu, certains. S'ils m'écoutent là, ils peuvent le confirmer. Ils m'ont dit, il faut qu'on discute. Toute une nuit, j'ai voyagé toute une nuit pour Limbe. Nous nous sommes rencontrés. Et ils m'ont dit, madame, voilà notre situation. On nous demande d'aller à la guerre. En principe, nous devrons sortir tous les 3 mois pour rentrer d'abord.
pour pouvoir, n'est-ce pas, psychologiquement nous retrouver. Parce qu'il y a des atrocités, c'est la guerre. Mais j'avais vu 3 ou 4. Ça fait 1 an. Moi, nous, on est oubliés ici. Avec tout ce que nous voyons. Et on nous dit, par jour, voilà votre ration qui est de temps. Et on nous donne la moitié. Et je leur demande, l'argent là va où? Mais chez le chef, non. Mais le chef, c'est qui? Mais ceux qui viennent nous donner des rations. Et après, ils me disent, vous voulez qu'on fasse quoi? Quand tu n'as pas vu ta femme pendant 1 an, quand tu n'as pas vu tes enfants et que tu ne manges même pas bien, si tu es en brousse et que tu trouves, vous-même qui parlez de viol là, que vous dites que nous violons, c'est depuis ce jour-là que, avec humilité, j'ai même coulé les larmes parce que c'était des révélations des frères qui étaient vraiment, qui parlaient avec leur cœur. Et quand on dit ça, ce n'est pas pour dire que l'armée ne fait rien, c'est pour dire qu'il y a des problèmes. Et il faut les régler. Donc, ça veut dire que cette guerre-là n'est pas importante. On doit faire la guerre ailleurs. Au nord ou au sud-ouest, ce n'est pas une guerre importante. On peut trouver des solutions pour arrêter ça. Parce que si on n'arrête pas ça, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les plaies vont être trop nauséabondes. Elles sont même déjà nauséabondes. Mais on peut encore avoir un petit optimisme. Mais si on laisse, ça va se gangréner. Et les plaies seront nauséabondes au point où c'est les enfants et les petits-enfants qui vont faire la guerre, une guerre, n'est-ce pas, à long terme. Et c'est pour cela que, qu'on le veuille ou pas, la commission Vérité, Justice et Réconciliation qu'on propose, c'est simple. Vérité, pourquoi? Pourquoi on en est? Comment ça se fait qu'on soit arrivé à cela? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est une question historique avec des ramifications sociales ou sociopolitiques? On peut regarder ça tranquillement. Et sur ce point précis, vous avez discuté aussi avec des chefs des groupes armés, au-delà des militaires. Quel est leur état d'esprit? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont dans cette lutte armée depuis plus de 2 ans? Alors, pour ce que nous avons pu avoir, et il faut le dire, c'est la vérité. D'abord, nous leur avons dit, on les a rencontrés à Genève. D'abord, on leur avait dit qu'il faudrait qu'ils acceptent, n'est-ce pas, par exemple, les pourparlers. Parce que souvent, les gens, ils voient seulement que, bon, il y a les pourparlers à Genève, ils ne savent pas qu'il y a des gens qui travaillent pour la paix. Et on n'est pas obligé de dire ça quand on travaille pour la paix sur les plateaux de télé, parce que ça nous arrange. Et ils nous ont dit clairement que, pour certains, ils n'ont pas besoin. Je ne parle pas des groupes qui sont radicalisés. Parce qu'il y a eu des groupes radicalisés qui pensent que ça va. Ils ont trop encaissé. Mais les groupes qui pensent qu'il faut régler les problèmes, n'est-ce pas, historiques, sociopolitiques. Donc, ça veut dire qu'ils ne veulent pas quitter, comme ils disent, la République, mais il faut qu'on parle de ça sur la table. Et qu'on indexe les commanditaires. Eux, ce n'est pas eux qui ont voulu la guerre, on leur a imposé la guerre. Ça me rappelle l'affaire de l'UPC avec les colons qui disaient nous n'avons pas voulu la guerre en 1955, c'est les colons qui nous ont imposé la guerre. Ce qui était vrai. So vous le savez. Donc, maintenant, est-ce que l'un ressemble à l'autre? C'est à chacun de vous d'en tirer les conséquences. Mais ils sont prêts. Mais sauf qu'à chaque fois qu'ils sont prêts, on a l'impression qu'au niveau du gouvernement, il y a des gens qui ne veulent pas. Vous avez vu toute la bonne volonté du Premier ministre. Je parle de l'actuel. Parce que quand c'est bien, il faut le dire. Moi, je n'ai pas beaucoup suivi Philemon Yang, mais le monsieur John Gouté, je l'ai vu à l'œuvre. Il est allé, il a dit, nous allons dialoguer, on va parler de tout. 2 jours plus tard,
France 24, c'est le ministre de l'administration territoriale qui disait on va discuter, mais nous n'allons pas parler des questions de forme d'État. Quand vous êtes avec des gens qui commencent, et là on commençait à avoir des pourparlers au niveau de Genève avec eux. Quand vous avez donc des gens qui sont dans la prédisposition de vouloir, n'est-ce pas, discuter, et qu'il y a une volonté d'une part, un chef du gouvernement dit que voilà ce que moi je donne comme ton, et un ministre vient dire que, alors qui gouverne, le ministre ou bien le chef du gouvernement? Il faut aussi qu'on nous dise. Nous parlerons justement de ce grand dialogue national qui s'est tenu en fin septembre 2019 dans la deuxième partie de cette émission. D'abord, une courte pause dans l'émission La Vérité en face. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision avec pour invité Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Maximilienne, un grand dialogue national s'est tenu au Cameroun. Près de 600 participants ont discuté officiellement des causes profondes de cette crise anglophone. Ils ont esquissé des recommandations transmises au président de la République du Cameroun. Quelle est votre analyse de ce schéma du dialogue et les différents angles qui ont été développés durant ces une semaine d'échanges dans le cadre de 8 commissions qui ont été mises en place? D'abord, nous avons bien salué, n'est-ce pas, la sortie du président de la République. Après 3 ans de notre revendication, et il a été clair. Il faut le dire. Le président de la République a été clair dans son propos. Et ce qu'on attendait, c'est que, lors de la mise en œuvre, que cette clarté suive. Sauf que, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une bande de copains et de copines, qui d'ailleurs étaient les personnes qui avaient dit sur les télés et partout, sur les réseaux sociaux, qu'on ne dialoguera jamais. C'est ça le premier enseignement. Comment ça se fait que depuis 3 ans, les gens qui ont pensé le dialogue, qui ont été sur le terrain, qui ont appelé de tout leur vœu le dialogue, sont nulle part. Ceux qui ne veulent pas le dialogue, c'est eux qui sont invités. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que un dialogue ne peut pas être juge et partie. Donc, vous ne pouvez pas convoquer le dialogue. C'est vous qui faites les synthèses des documents, c'est vous qui recevez des gens, c'est vous qui les convoquez. Ce n'est plus un dialogue, c'est des consultations on pourrait dire qu'il y avait des consultations après pour mettre en place un mécanisme pour un dialogue. Mais là, c'était une consultation pour après s'asseoir pour dire bon, nous avons fait. Ce sont des ratés. C'est-à-dire, la troisième chose, c'est l'argent. Pourquoi nous ne pouvons pas faire des choses dans ce pays sans qu'on ne parle des centaines de milliards? Nous, les gens meurent de famine. On n'a pas d'électricité. Vous êtes là, nous tous, nous sommes là. On fait 3 jours sans énergie. Il faut en parler. On n'a pas de l'eau. On n'a pas des infrastructures sanitaires. On fait un grand dialogue et on nous parle seulement en termes de milliards. Mais c'est inouï ça. On pourrait dire que tout le monde qui est épris de la paix vient à ce dialogue et se prend en charge. C'est aussi ça pour montrer qu'on est patriote et qu'on veut sortir le pays de l'impasse. Tous ceux qui militent là, beaucoup partent le matin sans savoir comment ils vont rentrer et qu'est-ce qu'ils vont manger. Donc, maintenant, ça c'est la forme. Maintenant le fond.
8 commissions mises en place. 8 commissions. Commission bilinguisme et l'éducation, la décentralisation, la réforme du système judiciaire, les conditions de retour des réfugiés et également un plan de reconstruction pour ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut d'abord dire au peuple camerounais que la notion de recommandation, ce n'est pas une notion qui me lie à quoi que ce soit. Vous me faites les recommandations, je prends acte. Si je pense que, d'ailleurs, le président lui-même a tweeté comme ça, cela dépendra de l'opportunité, des moyens et autres. C'est ça les recommandations. Il est juriste, il sait ce que c'est une recommandation. Ce ne sont pas les résolutions. Parce que j'entends des gens, c'est des résolutions, c'est des recommandations, c'est des recommandations. Et des recommandations ne sont pas coercitives. C'est un vœu. Hein? Nous formulons le vœu que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre ceci en considération? Et il a réitéré au sommet de Paris que le grand dialogue national a donné lieu à des recommandations et que ces recommandations seront progressivement mises en place. Donc, sauf que progressivement, le calendrier, c'est lui qui l'a, l'opportunité, c'est lui qui l'a, les moyens, c'est lui qui les a. Donc, voilà un peu la difficulté dans la mise en œuvre même des recommandations. Maintenant, même les recommandations en elles-mêmes. Pourquoi on peut mettre en place une recommandation sur la décentralisation? Donc, on veut dire que la Constitution, là, qui a, n'est-ce pas, mis en place la décentralisation, donc, donc le document, là, notre propre document, notre propre Constitution, notre propre loi fondamentale, elle est caduque. Je n'ai pas bien compris n'est-ce pas, cette notion de décentralisation. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, on n'a pas des droits de l'homme. On ne peut pas être dans une guerre où il y a des exécutions. Pendant que le grand dialogue se passait, on a exécuté une gardienne de prison. On l'a égorgé. Florence. Et tout le monde a commencé à dire on n'entend pas le rédac. Mais c'était le grand dialogue de dire des choses. Comment on peut organiser un grand dialogue? On égorge une gardienne de prison et on ne met aucune commission sur les droits de l'homme et sur les exactions. La commission nationale des droits de l'homme et des libertés, justement, depuis quelque temps. Nous parlons de grand dialogue. Yes, okay. Est-ce qu'il y a une commission sur les droits de l'homme et les exactions commises au nord-ouest? Si on veut même pas les séparatistes, laissons même les forces de sécurité qui sont loyaux, qui sont loyales. To say the commissions for the major national dialogue were formed before that's the going into operational of the major national dialogue. The killing recorded in the northwest happened in the course of the major national dialogue. Now the question I want to ask is, REDAC saluted the initiative of the government of Cameroon through the president to organize the major national dialogue. Non, REDAC a salué la sortie du président. On the gouvernement camerounais. The statement of the outing of the president convening the major national dialogue. And you indicated that you saw the prime minister, who was named at the same time as by the president to be the chairperson of the major national dialogue. You indicated that you saw the prime minister in former outings indicating that everything could be discussed. They want an inclusive dialogue where everything could be discussed. But just that he, as the head of the major national dialogue, was responsible for the commissions created, the 8 commissions created. And of course, you are seeing the absence of the commission on the issues related to human rights and so many other commissions. Then when you look at that, the prime minister that had the opportunity to form those commissions, then do you see that he has the will, or he meant what he said, everything could be discussed? Non, d'abord, je pense que le Premier ministre il faut voir comment le système fonctionne. Je pense que le Premier ministre est Premier ministre, mais je pense qu'il y a des gens qui gouvernent et qui donnent des ordres.
Et donc, après, il dépouille le Premier ministre de toutes ses prérogatives. Sauf que, quand on a une personnalité, on ne se laisse pas... on ne se laisse pas qu'on t'enlève de toutes, n'est-ce pas, vos prérogatives. Le dialogue qui a eu lieu, le Premier ministre ne devrait pas être au centre. Il devrait consulter tout le monde. D'ailleurs, il n'a pas mis en place une consultation inclusive. Peut-être que ses conseillers ne lui ont pas bien dit comment il fallait procéder, parce qu'effectivement, on savait que si on met des choses correctement, ça va déboucher à des choses correctes. Quand on a vu ça tout de suite, nous avons dit que ce dialogue-là ne nous intéresse pas. Et que le vrai dialogue va commencer quand, n'est-ce pas, ce dialogue-là finira, parce qu'il n'y aura rien de la façon dont il a été mis en place. Et pour nous, le dialogue ne devait pas aboutir à des recommandations de ce genre. Ça devait aboutir à la mise en place d'un mécanisme qui réfléchit sur ce que nous continuons à vous dire, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Vous aviez commencé à l'expliquer tout à l'heure, parlant du principe de vérité. Et concernant la justice et la réconciliation, comment cela devrait-il être mis en place? Vous savez, nous avons la chance d'avoir conduit le REDAC, et vous allez voir là, on va parler de ça pendant notre 10e anniversaire, nos collaborateurs de la RCA, nous avons conduit quand même, n'est-ce pas, les missions de paix entre les rebelles centrafricains et le gouvernement. Ça, la justice, c'est souvent, il y a la justice à 2 ou à 3 niveaux. Il y a la justice transitionnelle. C'est-à-dire que tous ces exécutants-là, jusqu'à présent, les personnes qu'on arrête, soit c'est les exécutants, soit c'est les soupçonnés. Les commanditaires, on ne sait pas. Donc, dans la justice transitionnelle, donc ces exécutants, on ne les condamne pas à des prisons fermes. On peut leur donner des peines d'intérêt général. Par exemple, vous travaillez pour le Cameroun pendant un certain temps pour votre propre insertion, mais pour aussi réparer ce que vous avez fait. Il y a maintenant la justice civile, qui est ceux ou celles qui ont collaboré avec qui que ce soit pour, n'est-ce pas, les violations des droits humains. C'est-à-dire qu'il y a des violations. Les violations ne sont pas les exactions et ne sont pas les exécutions. Parce qu'il faut faire attention entre les violations des droits humains, qui peuvent être les violations des lois de liberté fondamentale et autres, aux exactions, qui peuvent aller des arrestations arbitraires aux disparitions forcées, aux problèmes de crise humanitaire, et des exécutions sommaires extrajudiciaires qui sont des crimes graves. Et là, on les appelle les crimes de droits de l'homme. Donc, il peut y avoir aussi une justice civile. Après, il y a une justice pénale, qui peut être une justice internationale. Comme on dit que la CPI, c'est une justice des Blancs, bien entendu, maintenant, on crée de plus en plus de justice, des cours spéciales. On en a créé la NRCA. On est en train de la mettre en œuvre pour qu'elle soit fonctionnelle, pour juger ceux qui ont été coupables de crimes des droits de l'homme. On en a créé au Rwanda, en Sierra Leone. Donc voilà comment on réconcilie un peuple. Ce n'est pas avec des recommandations. Maintenant, après la justice, il faut ce qu'on a. Dans la réconciliation, il y a la réparation. La réparation peut être morale, psychologique. Parce que cette guerre-là ne fait pas que des morts, mais dans ces morts-là, il y a des gens des familles qui vont, comme on dit vulgairement, vont péter un câble. Excusez-moi de parler, d'utiliser cette expression. Et des jeunes, de génération en génération. Donc, il faut mettre en place des mécanismes, n'est-ce pas, pour permettre à ces générations-là de retrouver la vie. C'est une réparation. La deuxième réparation, elle est matérielle. Il faut bien évaluer qu'est-ce que les gens ont perdu.
comment on demande même à nos amis de nous aider matériellement, parce que s'il y a des villages qui ont été décimés, vous le savez, comment reconstruire? Le Rwanda a construit ce qu'on appelle des maisons, des villages de réconciliation. J'étais là-bas, j'ai été visiter les villages de réconciliation. Quelle est la particularité de ce type de village? C'est-à-dire qu'on prend des gens qui luttaient les uns contre les autres et on les mélangeait. Donc il y a une maison là, par exemple, on met les Tutsis, un Tutsi et un Hutu. Ça fait qu'ils vont se marier et ils vont avoir des enfants, donc ils vont oublier, donc ça va refaire une famille. Donc aujourd'hui, nos frères et sœurs du nord-ouest, sud-ouest, qu'on le veuille ou pas, prouvent que les francophones les minaudent, les méprisent. Ce genre de village, c'est pour qu'on vive en communauté et qu'on voit que dans la communauté, tout ce qu'on nous a raconté là, ça peut marcher. Ça, c'est autre chose. Maintenant, il y a autre réparation. La réparation, c'est aussi des questions qui fâchent, qui sont la forme de l'État. Ça fait 20 ans qu'on a mis en place la décentralisation. Elle a échoué. Elle a échoué. On ne peut pas dire qu'il y a des brins de ceci. Elle a échoué. Pas avec les nominations des délégués du gouvernement qui ne foutent rien, qui, à la limite, on empêche même des maires, y compris au sein du RDPC, de faire leur travail. Donc, elle a échoué. Donc, on ne peut pas aujourd'hui continuer à brandir la réconciliation, la décentralisation comme preuve de quelque chose qu'il faut quand même essayer après 20 ans. Si un enfant était né il y a 20 ans, il est majeur. Mais il y a des éléments que vous avez évoqués là. Et donc après, je termine. Après, il faut discuter de la forme de l'État. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui disent je veux la sécession, d'autres disent je veux le fédéralisme, d'autres disent je veux la décentralisation, d'autres disent fédéralisation communautaire. Oh, donc c'est dans cette commission-là qu'on discute de cela. Et ensemble, on va dire, pour peut-être trancher, il faut un référendum. À condition, effectivement, qu'il y ait des préalables. Les préalables, c'est quoi? C'est que ce n'est pas avec le code électoral qu'on va faire le référendum. Il faut bien qu'il y ait des institutions spéciales pour organiser ce référendum-là. À condition, un autre préalable, c'est qu'il y ait quand même un cessez-le-feu. Un désaccord de cessez-le-feu qui ne doit pas se passer au Cameroun, mais hors du Cameroun. C'est comme ça que ça se passe. Mais le chef de l'État a demandé à ces groupes armés de déposer les armes et qui pourront intégrer le DDR qui a été mis en place. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le chef de l'État le sait très bien. Quand vous êtes dans un conflit, surtout un conflit même interne, on ne peut pas dire que déposer les armes. À la limite, vous attisez même, n'est-ce pas, les personnes pour dire ben, c'est vous le problème. Mais le gouvernement estime qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité l'armée camerounaise et ces groupes armés séparatistes. L'armée est là sur le terrain pour protéger les populations, pour s'assurer que l'intégrité du territoire reste au Cameroun et que ce sont ces groupes armés qui doivent déposer les armes, sinon ils feront face à la rigueur, comme le dit le chef de l'État, la rigueur de la loi et la détermination des forces de sécurité et de défense. Personne n'a jamais dit de mettre les séparatistes, les groupes armés et l'armée sur le même plateau. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a la guerre et les gens sont bien armés. Si on reconnaît qu'il y a des gens armés qui tuent et que malgré la force qui a été déployée, le BIR, tous les gens, tout ce que vous voulez, toute cette force-là, d'abord ça nous prend beaucoup d'argent, ça nous prend beaucoup de jeunes qui partent, qui meurent. En venant ici, j'ai oublié, il y a un papa qui est venu dans mon bureau, qui m'a glissé le programme de son fils, qui était du BIR, qui est décédé, et qui m'a dit, depuis que je l'ai enterré, il m'a dit, partout où vous partez, parlez de lui. Depuis que je l'ai enterré, dès qu'on m'a dit vraiment mes condoléances et autres, on m'a fait des petits obsèques, depuis là, je ne vois plus personne. Je pleure mon fils. Il a eu le courage d'apporter le programme. Combien de personnes, je parle des forces de sécurité, qui sont mortes et donc les familles ne peuvent pas apporter, n'est-ce pas, des programmes comme ça. Et leurs veuves. Est-ce qu'on sait comment ça se passe avec ces enfants-là? Donc je pense que le problème, ce n'est pas de mettre les forces de sécurité et des séparatistes sur le même plateau, c'est de trouver des moyens justes
n'est-ce pas, à ce que la guerre cesse. Et pour que les moyens juste de cesser le feu, et parce que s'il y avait un vainqueur quelque part, ça serait peut-être terminé depuis. There's a lack of trust within the parties concerned. The government of Cameroon, when we want to talk about a ceasefire or people saying that they should withdraw the soldiers and bring them to the barracks in the northwest and southwest, when you want to, they will not accept. They will tell you that if that is done, the separatist fighters or the Amba boys will take control to the streets. When you want to ask the Amba boys to drop their arms for a ceasefire, they to put up the complaint that the other side to drop their arms too, and you are raising the possibility of two parties possibly meeting out of Cameroon on a platform to discuss the issues. Before now, you raise the issue of the Swiss mediation. What is stopping? Oui, il y a d'abord au niveau de l'Union africaine un bureau paix et sécurité qui existe. Laissons même paix et sécurité des Nations Unies. Il y a la CEAC qui vient de mettre en place la coalition pour la paix en Afrique centrale, donc le REDAC est membre. Donc nous travaillons un peu pour voir justement comment il faut rapprocher, n'est-ce pas, tout ce monde-là pour pouvoir commencer à discuter. Que font ces organisations-là au regard de la situation au Cameroun? Le problème avec ces organisations, c'est qu'il faudrait aussi que le Cameroun montre sa bonne volonté. Ce que je vais vous dire, c'est que quand vous partez à l'Union africaine, ou à la Commission africaine des droits de l'homme, ou alors à la CEAC, très souvent, le Cameroun est absent. Ou alors, quand le Cameroun n'est pas absent, ceux qui sont là vous disent nous n'avons pas mandat de répondre, on va se référer à la hiérarchie, on répondra par écrit. Pendant que vous voyez les autres répondre, prendre des dispositions, ça c'est aussi la vérité. Donc, nous avons délibérément refusé d'être avec ces organisations-là qui font par ailleurs du bon boulot lorsqu'il s'agit des autres pays, comme la RCA. Nous avons refusé, c'est-à-dire que notre diplomatie a refusé, parce que le système est devenu, on attend toujours les ordres d'en haut. Très souvent même, il y a des mois, moi je me demande, est-ce que vraiment c'est le président qui leur dit de dire tout ça? Parce que c'est quand même trop beaucoup pour un monsieur, non? Pourquoi ils ne veulent pas lâcher le président? Le président, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a joué son rôle. Il a un certain âge. Il faut que les griots qui pensent qu'ils peuvent continuer à glaner des petits pouvoirs, bien des petits fonds, le lâchent. C'est un patriarche. Qu'on le lâche. Pour rester dans tout le monde sait que de part et d'autre, il y a des gens qui tapent dans l'ombre qui ne veulent pas le lâcher parce que ça les intéresse, parce qu'ils sont dans leur jeu de pouvoir, parce que la lutte de la succession est ouverte. Pour rester... Et qui prime? C'est le bas peuple. Nous pouvons toujours faire 10 jours sans électricité, tout va bien. Nous pouvons toujours ne pas avoir de l'eau, il n'y a pas de problème. Nous pouvons toujours ne pas avoir de route pour aller, ou alors ne pas aller à l'hôpital, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il y a le déni de vérité. À chaque fois qu'il y a un problème. Vous pensez que nous pouvons tenir comme ça jusqu'à quand? Pour rester dans le sillage de la question des droits de l'homme en Afrique centrale de façon globale et peut-être en opérant une sorte d'étude comparée avec ce qui se passe sous d'autres cieux, puisque effectivement le REDAC a vocation à travailler dans la sous-région Afrique centrale, lorsque vous comparez l'état des droits de l'homme au Cameroun avec les autres pays d'Afrique centrale, à quel niveau se situe-t-on? Non, l'état des droits de l'homme au Cameroun, je l'ai dit l'autre jour dans une interview à France 24, a reculé. Je vais prendre juste trois exemples. C'est la première fois, même en Afrique centrale, qu'on voit que quelqu'un qui est deuxième à l'élection présidentielle est kidnappé, gardé pendant 9 mois, chargé devant un tribunal militaire, alors que les directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique sont alinéa A et B, interdit formellement, n'est-ce pas, de juger les civils
devant les tribunaux militaires. Alors que les lois de la liberté, c'est des recherches que le REDAC a faites pour démontrer quelles sont les lois que le Cameroun a prises et quelles sont les jurisprudences au niveau international et comment cela s'exerce ici. C'est quand même inédit. Nous avons vu la situation, nous avons vu les élections, nous avons observé les élections au Gabon. Vous savez que là-bas, il y a même eu les morts avec PIN. La seule chose qu'on a faite avec PIN, c'est de le mettre sous résidence surveillée. Il y a eu des morts. Nous avons fait des déclarations. On a été au Gabon. Il y avait un autre comment on appelle ça, un autre ministre de la communication de l'époque qui m'a fait partie du Gabon après 3 jours en disant que je suis persona non grata. Mais nous avons fait notre travail. Mais jamais on a pris quelqu'un comme ça, on a mis en prison. Nous venons de vivre une élection en RDC, nous l'avons observé, c'est notre travail. Ce monsieur Fayou continue à faire ses meetings en disant que c'est lui qui a gagné. Mais vous voyez qu'il fait ses meetings, il va au Nord Kivu, à Kinshasa, il finit de faire son meeting, n'est-ce pas, Tshisekedi va faire ses tournées en Europe, président, il signe ses décrets. Est-ce que c'est Fayou qui vient signer les décrets? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ressemble à la barbarie. Après, c'est tous les jeunes. Vous n'avez pas été en prison. Moi, j'ai été à la prison à maintes reprises. J'ai vu des jeunes dans le sang et tout ça là. Des jeunes et des femmes, des jeunes femmes en prison. Parce qu'ils ont dit, quand au président, ça fait quoi? Ça fait quoi qui? Je ne sais pas, ça fait quoi? Mais pour le gouvernement, c'était de l'insurrection, une tentative de déstabilisation des institutions. Alors, rappelant qu'il y a un seul président de la République, dont le Conseil constitutionnel a donné les résultats, il a été ou alors le problème, si je manifeste en disant, moi je suis seulement président, mais je vous prends 2 exemples, je vous ai pris 2 exemples de l'Afrique centrale, je ne veux même pas aller en Afrique de l'Ouest, parce que là-bas, encore, c'est plus ouvert, là où c'est fermé. Je pense, donc les questions de liberté fondamentale, c'est pour ça que je dis que les droits de l'homme ont reculé, parce que les questions de liberté fondamentale, pour lesquelles nous avons quand même lutté, il faut le dire. Les gens jouissent aujourd'hui de ces libertés fondamentales, c'est notre combat. Et les combats des gens comme les Arrêtes et quoi. En 89, c'était pas évident. Oui, jusqu'en 91. Il fallait vous attraper, vous taper sur... on vous tapait et puis on vous lâchait, on vous disait, vous voulez devenir président de la République, on va voir. Et ce n'était pas la petite torture comme là maintenant. Mais donc, Massimilien Gombe, il y a eu... Après, je vais terminer. Après, vous voyez des jeunes, 8 jeunes qui ont fait un selfie à la poste centrale, qui disent seulement que bon, eux, que le président est déjà fatigué, il faut qu'il aille se reposer. Donc, comme maintenant, le pays est inondé des services de renseignement, vous ne savez plus qui est qui, on les a arrêtés. Tribunal militaire, Anamajur et consorts, ils venaient aussi sortir. Après, vous savez aussi que ça fait plus de 3 ans, 4 ans, il y a 2 étudiants qui se sont seulement amusés à s'envoyer des SMS en disant, gars, il semble que Boko Haram recrute maintenant, moyennant quelque chose, on fait comment? Comme les jeunes qui peuvent s'amuser, chargés devant le tribunal militaire, 10 ans de prison. Quand vous allez broyer toute cette jeunesse-là, donc on ne peut pas dire que les droits de l'homme ne reculent pas. Et il faut les voir devant, par exemple, la Commission africaine des droits de l'homme, la posture. C'est des instances où les colonels ne viennent pas. Mais souvent, quand nous sommes là-bas, c'est des colonels. Mais en même temps, il faut quand même il faut le soulever pour le reconnaître. Et il y a certains qui sont dans le gouvernement qui ont besoin que ça marche. Mais une poignée de personnes qui est devenue tout puissant, qui par des mots de jeu de passe-passe pensent qu'ils ont la vie ou la mort des citoyens. Que cherche-t-il cette poignée de personnes-là qui, selon vous, abusent de leur pouvoir et de leur position? Ils cherchent le pouvoir parce qu'ils savent très bien que
tout ce qu'ils racontent là, que bon, on est derrière le président Paul Biya. Et ils savent très bien eux-mêmes. Parce qu'en faisant ça, effectivement, ils affaiblissent le président Paul Biya. Parce que j'ai dit ça à quelqu'un, la sortie du président Paul Biya après les recommandations du grand dialogue, moi je suis convaincu qu'on lui a donné un autre rapport alternatif pour lui dire que les attentes là, parce que personne ne savait qu'il allait prendre des mesures pour faire sortir d'abord les 333, alors que nous on demandait 1000, mais c'est déjà ça. Et quelque temps plus tard, la prise de cours, tout le monde sur l'affaire Kamto. Et je vais vous dire, j'étais à Yaoundé, c'était comme, j'étais avec certains ministres à une réception, ils ne savaient pas. Il a fait ça à 20h. Ils ne savaient pas. Et ce sont des gens là qui disaient, oui, le grand dialogue s'est bien passé, maintenant, ceux qui n'ont pas voulu venir, ils n'ont qu'à rester là-bas, la justice suit son cours. Donc, il les a pris au dépourvu. Parce que je pense que lorsqu'il sait très bien que là, ces gens-là, c'est pas forcément qu'ils servent les intérêts du pays, ils servent leurs propres intérêts parce qu'ils jouent sur... ils posent les pions parce qu'ils se disent, demain c'est nous qui devons être les successeurs naturels ou surnaturels, c'est eux qui savent. Et que, bon, tout l'argent qui nous reste encore, s'il nous reste encore quelque chose, ça nous reviendra. Parlons de cette élection présidentielle d'octobre 2018. Vous avez insisté tout à l'heure sur les cas de violation des droits de l'homme avant la campagne, durant la campagne présidentielle et jusqu'à la proclamation des résultats. Est-ce que vous pouvez nous faire un tableau non exhaustif au moins de ces cas de violation des droits de l'homme que vous avez observés en relation avec l'élection présidentielle? Oui. D'abord, il faut dire que notre méthode, ce n'est pas de dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ce n'était pas l'objectif. Parce que d'abord, au départ, nous avons dit que cette élection est sans objet. Comme on est en train de dire aussi ici que l'élection, le scrutin législatif est sans objet. Donc notre position est claire. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas les élections, mais c'est parce que des conditions telles que le code électoral, telles que les problèmes au niveau du nord-ouest, sud-ouest, on n'en parle même plus. Et c'est là le danger. Et l'extrême nord et l'est, on n'en parle plus. Parce que tout le monde est maintenant, comment je vais trouver 1 million pour mettre ma candidature. Donc pour nous, c'était sans objet. Donc ce qui nous restait, c'est de montrer que ce que nous avons dit, que nous restons cohérents. Donc il fallait aller documenter des violations des droits humains. Comme je vous ai dit, c'est des catégories de violations. C'est-à-dire que des questions de liberté fondamentale, liberté d'opinion, liberté de réunion, liberté d'association, nous avons remarqué qu'il y a quand même eu beaucoup de violations de ces libertés-là. Donc, pratiquement, c'est-à-dire que c'était inégal la façon dont les gens pouvaient se mouvoir, n'est-ce pas, au niveau pour jouir, n'est-ce pas, de ces libertés-là. Il y a les exactions, c'est-à-dire que lors de ces élections-là, on a par exemple constaté, et donc c'est dans les zones à risque que nous n'avons pas couvert tout le Cameroun. C'était le littoral, parce que, surtout Douala, parce que c'était à cette époque-là le flux des déplacés internes. On voulait voir comment l'État comment ils peuvent, n'est-ce pas, jouir de leur droit de vote. Et donc là, on a constaté que beaucoup de déplacés internes n'ont pas voté à Douala, parce que la plupart étaient arrivés ici sans carte d'identité. Donc, ils n'avaient plus de pièces. Donc, du coup, ils n'avaient même pas d'acte de naissance pour aller faire une pièce et pour avoir une carte électorale. Donc voilà. L'autre violation, c'est que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous avons sillonné quand même beaucoup de localités et de bureaux de vote. Nous avons constaté que seuls les bureaux de vote où il y avait un peu d'affluence, c'est là où les militaires partaient voter. Quand je dis militaires, c'est-à-dire que les forces de sécurité. Les autres, et nous avons constaté qu'il y a eu des exécutions sommaires le jour même là. Par exemple, à Bamenda, des jeunes qui voulaient aller voter. Maintenant, on ne peut pas vous dire qui a été derrière, mais il y a eu ces violations-là. Voilà. Donc, voilà un peu. Mais à côté aussi, nous avons quand même vu des bons points qui sont que nous avons mené avec Facebook, la plateforme Facebook avant,
un plaidoyer pour dire au gouvernement camerounais de laisser les réseaux sociaux fonctionner. Les réseaux sociaux ont fonctionné. Il faut le dire et il faut s'en enorgueillir et il faut l'assumer. On n'a pas coupé les réseaux sociaux lors de l'élection présidentielle. Alors que le ministre de la Communication, Issa Chiroma, avait clairement mis tout le monde en garde qu'il n'y aura pas de réseaux sociaux parce que pour la sécurité, voilà. Donc, mais ça n'a pas été... Donc, pour dire que quoi? Pour dire que lorsque vous menez un plaidoyer juste, avec des mots qu'il faut, avec des méthodes qui correspondent, ça peut toujours marcher. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas couper, c'est parce que des pressions étaient que bon, il ne faut pas envenimer. Il y a déjà trop de venin, il ne faut pas envenimer. Maximilien Gombe, vous avez mené également un plaidoyer à l'extrême nord du Cameroun pour des cas de disparition des civils dans le cadre de cette guerre contre le terrorisme. Quel est cet autre visage, la lutte contre Boko Haram, que vous avez mis en avant depuis que le Cameroun fait face à ce problème transfrontalier, notamment dans le septentrion? D'abord, quand Boko Haram a commencé à rentrer au Cameroun, nous l'avons clairement dit et nous avons écrit, nous avons fait des notes pour dire au gouvernement camerounais que cette histoire-là, c'est la secte terroriste Boko Haram. C'est parce qu'ils ont commencé par venir enlever, vous le savez, enlever des expatriés, venir de temps en temps prendre du bétail, et voilà. Parce qu'ils étaient un peu acculés au Nigeria et venaient chercher de l'argent pour se refaire une santé. Et on leur avait dit, il faut faire attention avec cette frontière-là, il faut peut-être sécuriser la frontière. Parce on a nos collaborateurs à l'extrême nord, comme d'habitude. Et donc, quand la guerre commence, on a toujours dit ça. L'armée camerounaise qui n'avait pas fait la guerre jusque-là s'est retrouvée face à un ennemi furieux. Ils étaient bien formés. Les gens de Boko Haram. Oui, c'est pas des frères qui ont commencé à s'organiser là dans le temps. C'est des gars bien formés, bien équipés. Donc, face à cela, effectivement, l'armée camerounaise a perdu les pédales parce qu'elle n'avait pas, n'est-ce pas, la mesure de comment protège-t-on les droits de l'homme dans la lutte même contre le terrorisme. Donc, tout passait. Parce que pour eux, l'ennemi devait être abattu. Et c'est là donc que beaucoup des actions ont été commises. Par exemple, on a, je prends seulement cet exemple-là, le village Magdémé est doublé. Il y a eu le ratissage et le bouclage de ces deux villages. C'est ça, c'est nos déboires du REDA commencent par là. Et ces villages, les deux villages, on a pris seulement les hommes, au moins 100. Ils sont partis. On les a mis dans un truc qui était comme un conteneur. Ils sont morts. Nous avons notre chiffre. Là encore, c'est la guerre des chiffres parce que le ministre l'ancien ministre de la Communication, qui a avant nié, est revenu dire que oui, c'est vrai, mais ils sont morts asphyxiés et ce n'est pas des morts délibérés. Il a reconnu 25 morts. Très bien. Nous leur avons dit d'accord et que les gens là sont arrêtés depuis, ils sont devant le tribunal militaire. Je ne sais pas si vous savez, vous avez vu les faces de ces gens-là. Et les 25 morts qu'ils ont reconnus, où est-ce qu'on les a enterrés? Les familles, qui est partie civile? Les familles en ont bénéficié quoi? Comment on va faire pour que les familles fassent le deuil en leur disant c'est ici? Jusqu'aujourd'hui, voilà. Je prends seulement cet exemple-là, je laisse les autres. On a parlé des deux bébés, les deux femmes. Quand nous avons dit ça en off d'abord. Et dans le mépris qui est de certains de ces gouvernants, ils ont commencé par dire, c'est les méthodes du REDA pour avoir de l'argent. J'ai même vu des grands professeurs, docteurs en doctorat, venir sur les plateaux expliquer comment
On sait comment le REDAC fonctionne, que c'est le bras séculaire de George Soros. On a même fait c'est peut-être l'occasion justement peut-être de dire un mot là-dessus. Effectivement, d'où viennent les moyens qui vous permettent de travailler? Je vais y arriver si vous permettez que j'aille jusqu'au bout. On a même vu que, on a dit c'est George Soros, on a même un certain journal qui est tenu par un professeur, n'est-ce pas, journaliste, c'est quoi là? À Yaoundé, l'école de journalisme. Les STIC. Les STIC, qui a un journal, qui a mis des photos pour dire que voilà le bras séculaire de George Soros. J'ai vu des plateaux télé avec des soi-disant même hommes politiques et autres qui soutenaient mordicus que certains forces de sécurité ne peuvent pas faire ça. Et qu'il fallait arrêter j'ai entendu des gens comme Hervé comme ici faire du bruit. J'ai entendu quelqu'un que je respectais beaucoup, quelqu'un comme Ekane Anissé, dire déblatérer de n'importe quoi, alors que lui, Ekane, c'est que si je dis que c'est ça, de par ce que j'ai comme background quand même de militantisme, on ne peut pas remettre ça en cause. On peut contester les méthodes, on peut contester les chiffres, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Et donc, pour après, et vous savez pourquoi? Parce que le président de la République a été au courant, a dit au ministre, va redire la vérité. Et parce qu'il y avait déjà un incident diplomatique, parce que le Mali avait dit, il n'accepte pas que le peuple frère, que le gouvernement frère salisse son nom, parce qu'il ne s'agit pas du Mali, ça. C'est comme ça qu'ils sont revenus dire que non, ce n'est pas au Mali, c'est vrai, c'est le Cameroun, mais c'est deux brebis galeuses de l'armée. Alors, qui est-ce qui a demandé les excuses au REDAC? Qui est-ce qui a fait le mea culpa? Tous ces griots intégraux là, tous ces hommes politiques très très avisés là, tous ces journalistes là, tous ces ministres là, tous ces hommes en tenue là qui étaient prêts à venir m'arrêter, qui est venu sur un plateau même pour un petit démenti pour dire bon, vraiment, Madame Gombe Maximilienne, on s'excuse. C'est comme ça qu'on avance. Il faut savoir dire on s'excuse parce que c'est ça qui fait à ce que on construit un état de droit. Maintenant, sur la question des moyens du REDAC, le REDAC est financé par un seul partenaire, la National Endowment for Democracy. J'ai déjà dit ça. Il y a des associations nationales ici au Cameroun qui ont 2 fois le budget du Cameroun. Après, il y a beaucoup de sympathisants du REDAC. On est en train de faire le 10e anniversaire. Là, si je vous dis l'élan de solidarité. Est-ce que cet élan de solidarité n'influence pas le travail que vous avez à faire dans la méthodologie de collecte des données de reporting et de publication de vos rapports? Parce que pour le gouvernement, derrière le REDAC et d'autres ONG se cachent des puissances internationales qui chercheraient faire même à le Cameroun, déstabiliser le pays. Très bien. Voilà notre plaquette sur le 10e anniversaire du REDAC. Quand vous parcourez ceux qui ont accompagné le REDAC, vous allez voir les brasseries du Cameroun qui ont donné un peu de sessions pour un peu de jus de fruits et autres. Vous allez voir un hôtel à Yaoundé qui nous a fait des remises. Vous allez voir une association qui s'appelle African Defenders, qui est dirigée par un Africain en Ouganda. Vous allez voir tous les journaux qui n'ont rien, mais qui ont dit, bon, on va quand même au moins faire écho de votre 10e anniversaire, y compris la nouvelle expression, chaque fois 10 anniversaire du REDAC. Vous allez voir les commissions nationales des droits de l'homme des autres pays qui sont là, qui ont payé leurs biens. Vous allez les voir et qui ont cotisé. Autrement dit, vous n'avez pas de financement occulte. Vous n'allez pas voir ici. Non, je continue. Il faut me laisser parler. Donc, dans toute cette panoplie là, vous allez voir seulement National Endowment for Democracy, et je peux vous dire combien ils ont donné.
ce n'est pas 5 millions de francs CFA. Vous allez voir Facebook, la plateforme Facebook, parce que nous sommes en partenariat sur la liberté et la surveillance en ligne. Ils ont donné $5,000. Si le gouvernement camerounais organise un événement comme ça, ils ne vont pas aller prendre tout l'argent là chez tout ce monde là. Mais lorsque vous citez... Est-ce que là-dedans, ils ont vu quelle organisation internationale ou bien quelle ambassade a donné 100 francs? Mais vous allez les voir, vous allez les entendre demain après d'avoir fait tout cet élan. Et quand vous parlez de l'influence, Monsieur Noufélé, si vous donnez 50 000 au REDAC, vous allez nous influencer. Vous ne pouvez pas donner parce que vous pensez que le travail est bien fait et que vous continuez à aller jusqu'au bout. Mais ces institutions américaines qui vous financent, quelles institutions américaines? Quand vous parlez de Facebook, Facebook, c'est pas une institution américaine. Quand vous parlez, c'est une entreprise américaine privée. Mais quand vous parlez de ces institutions qui vous soutiennent financièrement, institutions internationales, avec des ONG comme Amnesty, est-ce que ces différentes organisations n'influencent pas, ne vous amènent pas à avoir une méthode de travail qui vise parfois à amplifier les faits observés sur le terrain pour, bien sûr, permettre à la communauté internationale d'avoir des éléments probants afin de mettre davantage la pression sur le gouvernement camerounais? C'est ça. D'abord, Amnesty International n'est pas un bailleur de fonds. Les gens font du fantasme sur des organisations internationales. Ce n'est pas un bailleur. Amnesty ne peut pas vous donner des financements. Amnesty a développé des outils de ce qu'on appelle le reporting et la recherche. Donc, ils peuvent vous former. Moi, je suis formé aussi par Amnesty. Ils peuvent vous donner des formations pour que ce que vous dites soit votre oui et que votre non soit un non. Oui, ça, Amnesty sait faire. Mais Amnesty ne donne pas un rang. Amnesty peut aussi, quand il a fait des investigations et il voit bien que le défenseur est réellement en danger, peut faire le plaidoyer pour vous faire partir d'un pays à un autre rapidement si votre vie est en danger ou alors certains de vos proches. Maximilien, 10 ans de REDAC, qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien des populations d'Afrique centrale? Vous, la société civile, qu'est-ce que vous avez apporté pour l'amélioration de la démocratie et l'état des droits? Beaucoup. D'abord, on a fait beaucoup de recherches. Donc, il y a au moins aujourd'hui des publications sur l'état des lieux, entre inquiétude et espoir, crise sociale organisée en Afrique centrale. Donc, entre inquiétude et espoir, nous avons quand même accompagné au niveau de la RDC, n'est-ce pas, la transition démocratique paisible. Vous savez qu'il y a eu des débats, y compris ici, que ça va être le chaos. Vous ne savez pas ce qui a été fait derrière. C'était le REDAC et ses membres. Nous avons quand même pu mettre en place au niveau de la RCA un mécanisme aujourd'hui, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. C'est un processus. C'est difficile parce que c'est quand même plus de décennies que ce pays est en guerre. Mais déjà, cette volonté de mettre ce processus en marche nous donne espoir. Nous avons quand même pu, n'est-ce pas, rédiger une loi portant protection des défenseurs, proposition de projet, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, proposition de projet de protection des défenseurs, d'activistes, des journalistes. Nous avons formé des milliers et des milliers de journalistes, des défenseurs, sur même l'utilisation des standards de Facebook et sur, n'est-ce pas, des questions de leur sécurité physique, numérique et de leurs proches. Nous avons aussi accompagné certains gouvernements lorsqu'ils avaient la volonté, par exemple, avec les rapports alternatifs au niveau de Genève, au niveau de la Commission africaine. Nous avons quand même au Cameroun fait des plaidoyers pour que le Cameroun adopte quand même un certain nombre d'instruments, par exemple le protocole sur la Cour pénale des droits de l'homme et des peuples c'est-à-dire à côté de la commission, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est quand même, non, c'est pas à Banjul,
la Banjul, c'est la Commission africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La seule chose que nous avons demandé au gouvernement camerounais, c'est de faire la déclaration 46 qui permet, n'est-ce pas, aux individus, aux ONG, de rester devant la Cour, qui n'a pas encore fait, mais c'est déjà une avancée. Le fait que vous organisiez ces 10 ans d'anniversaire du REDAC à Yaoundé, la capitale du Cameroun, est-ce que c'est un signal que le gouvernement camerounais n'est pas aussi hermétique que ça à la présence de la société civile, à ses observations quant à la gestion du Cameroun? Je pense que sur l'organisation de ces 10 ans-là, nous n'avons pas eu de difficultés majeures. Nous avons écrit au Premier ministre, qui nous a envoyé au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice nous a envoyé à la direction des droits de l'homme et nous avons de bout en bout mené, n'est-ce pas, cette organisation. La seule chose qu'on leur avait dit, c'est que le REDAC refuse de recevoir l'argent d'un gouvernement, que ce soit au niveau de l'Afrique centrale. Mais les facilitations ont été obtenues et c'est pour ça que souvent, contrairement à ce que beaucoup de griots disent, quand on a fait ensemble, on le dit. Et le Premier ministre qui nous a écrit, lorsque on lui a fait une lettre, il a dit, j'ai instruit le ministre de la Justice de faciliter. Oui. Et ils sont en train de faciliter. Au regard de l'état d'esprit... Mais faciliter sur le plan simplement administratif. La seule, ils ont dit qu'ils ne veulent pas venir faire le discours. On est même allé plus loin pour leur dire qu'il faut faire le discours d'ouverture. Ils ont dit que non, c'est le 10e anniversaire du REDAC. Très bien. Mais il ne fallait pas qu'ils disent que nous, on veut seulement leur faciliter, mais on ne veut pas leur donner de la place. Très bien. Ils ont reçu les cartons d'invitation pour venir à l'ouverture. Parce qu'il y a quand même les figures qui sont là, comme le vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme, qui est en même temps en charge du pays, le Cameroun, le professeur Rémi Lumbu. C'est lui qui est en charge de la situation au Cameroun, qui est là, qui est arrivé. Il y a la présidente Maïga Soyata, qui a été présidente jusqu'à la session passée, qui vient de passer son flambeau, qui est là. Il y a quand même notre propre sœur, Lucia Alsuabo, la doyenne de la commission, qui a accepté d'être là. Et bien entendu, ces gens-là, nous voulons aussi leur rendre hommage parce qu'il y aura des awards. Parce qu'il faut aussi que les personnalités au niveau de l'Afrique qui accompagnent des organisations comme ça, comme la nôtre, dans l'adversité que nous avons au jour le jour, quand on fait 10 ans, n'est-ce pas, que ces personnalités, qu'on reconnaisse que ces personnalités sont quand même aux côtés du REDAC. Et j'en passe, il y a aussi le Camerounais, ici comme par exemple le sénateur Ngayap, qui, malgré sa posture, est toujours là aux côtés du REDAC pour dire, vous pouviez peut-être faire ceci. On ne peut pas perdre espoir surtout, mais on dit qu'on n'a même pas encore fait la moitié de parcours. Maximilien Ngombe, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Au regard de l'état d'esprit des Camerounais, quel rôle la société civile peut-elle jouer pour l'avenir de ce pays? Le rôle de la société civile, le premier, c'est un rôle de veille, de dénonciation et en même temps d'accompagnement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très très difficile et c'est la société civile dans des pays normaux qui doit être au devant de la scène, à condition qu'on lui donne sa place, c'est-à-dire que tous les politiques. Donc, j'en appelle à la société civile que le challenge qui est le nôtre aujourd'hui, c'est la réconciliation de tout le Cameroun. Parce que vous voyez très bien, les questions tribales, on n'en a pas abordé, parce que le temps nous est imparti, et les propos haineux, et ce ne sont pas nos valeurs, c'est les valeurs, n'est-ce pas, de ceux-là qui gouvernent, qui veulent instrumentaliser le peuple, parce que ça les arrange de nous diviser, en parlant comme ça du tribalisme, ou bien en disant, bon, c'est la faute aux autres,
si vous n'êtes pas bien, si vous ne dormez pas bien, c'est la faute aux autres. Est-ce que c'est les autres qui ont refusé qu'on nous donne de l'électricité? Non. Donc je pense que la société civile doit jouer le rôle de réconciliation et elle ne doit pas, et elle doit le faire avec beaucoup de détermination et sans changer le cap, quel que soit ce que ça peut leur coûter. Il leur faut beaucoup de courage parce que si on ne le fait pas, nous sommes obligés de toucher le fond. Merci Maximilienne Gombe. Je précise que vous êtes la directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci également à vous, Armstrong Formy et Duval Frangois, d'avoir participé à cet entretien. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.